Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va parler du recrutement dans l'UX. Ça fait suite à un article que j'avais écrit plutôt à destination des UX designers qui étaient un petit peu perdus des contacts que je pouvais avoir sur les différents intitulés de poste et les product designers, UX strategists, lead UX et autres. Et où on me posait la question de comment on doit s'appeler. Moi, je suis plutôt comme ci, comme ça, etc. Je veux pas être trop réducteur, je veux pas trop en dire, etc. Et donc, ça m'avait inspiré une réflexion. Et donc, avec Amandine, on s'est dit que ça pouvait être intéressant aussi de s'adresser aux recruteurs, potentiels recruteurs, pour les accompagner aussi, parce que si déjà c'est pas clair dans la communauté, ça devait l'être encore moins du côté des recruteurs. Je vais déjà me présenter. Moi, je suis donc senior dans l'UX design en freelance. J'accompagne des grands comptes sur les aspects stratégiques, organisation, accompagnement au changement, changement de culture, dans des organisations qui sont en général bien silotées et sur lesquelles il y a besoin de remettre de l'utilisateur au centre, que ce soit du collaborateur, mais aussi du client final. Et auparavant, j'ai navigué une petite vingtaine d'années dans des grands groupes sur des métiers comme le développement, la gestion de projet et après le management. Alors, on va commencer par, je ne sais pas en fonction des profils des participants, mais je me suis dit que ça pouvait être bien de commencer par pourquoi recruter un UX designer, si c'est des questions que vous vous posez. Alors, l'UX, ça peut être vu comme un élément de différenciation. Là, si je mets un screen ici avant, sur l'image de gauche, vous avez un formulaire un peu classique tel qu'on avait l'habitude de le faire dans les années 90. Et puis à côté, vous avez des choses comme Typeform qui rescénarisent complètement, ou bien compris quels étaient les points de peine au niveau de la gestion du formulaire et ont complètement recréé l'expérience, réinventé l'expérience du remplissage d'un formulaire. C'est-à-dire que l'objectif reste bien le même, mais l'expérience du remplissage dans l'écran de gauche et l'écran de droite n'est absolument pas le même. Bien évidemment, des choses comme, je vais vous donner des noms de startups qui n'ont pas du tout de réputation sur le marché, comme Doodle pour gérer des rendez-vous, bien évidemment comme Uber, comme Airbnb, qui ont toutes eu, à un moment donné, sont nées de la disruption, c'est-à-dire de réinventer une expérience qui existait déjà, mais complètement de la repenser, centré utilisateur. Le design, c'est vraiment quelque chose qui est incarné dans chacune de ces entreprises à tous les niveaux de l'organisation et qui fait qu'elles arrivent à tirer leur épingle du jeu d'une manière ou d'une autre. L'UX, ça peut être aussi vu comme un élément pour favoriser la transfo, si c'est si c'est un sujet pour une entreprise pour générer davantage de business. Là, je vous mets un exemple un peu bateau de voilà, on a repensé un tunnel de commande et le fait de réduire, identifier que le nombre de champs, ça pouvait favoriser la conversion, le temps de remplissage du checkout était aussi un sujet. Le fait d'avoir repensé tout ça, reposer les choses et reconcevoir ce tunnel de commande fait qu'on augmente sensiblement les ventes. Enfin, ça peut être aussi un moyen de fidélisation, d'engagement du client. Là, ici, un exemple avec Decathlon qui brille régulièrement par ses approches, encore une fois, centrées utilisateurs. Ici, avec le masque de plongée dont on a récemment entendu parler pendant la phase de Covid, mais là, en l'occurrence, c'était bien avant, et où on voit que naturellement, les clients prennent la parole et deviennent les ambassadeurs de la marque. Donc, l'UX, ce n'est pas que le digital. On aura l'occasion d'en reparler après. C'est aussi, ça peut être incarné dans la conception, dans le design de manière plus générale et aussi bien sur des choses tangibles que intangibles. Et donc, raisonner centré utilisateur, être au contact, tester, itérer, ça peut être un élément justement d'engagement de la communauté, de vos clients. Et enfin, là, je vous ai mis un exemple un peu justement à contre-pied. Ça peut être aussi pour améliorer la productivité. Ça m'arrive de travailler sur des applications métiers comme des interfaces, ça peut être même une interface AS400 ou des logiciels d'encaissement, etc. Où là, on va observer les utilisateurs, comprendre où est-ce qu'ils passent trop de temps, où est-ce qu'il y a
peut-être des intitulés qui ne sont pas bien clairs, etc. Et retravailler. Donc, on n'est pas sur des choses qui sont du tout esthétiques ou digitales, mais on est vraiment sur des choses qui sont maintient la même technologie, mais on va chercher à augmenter la productivité. Et enfin, là, je vous mets une slide sur l'UX. Ça peut aussi favoriser la croissance. Là, c'est une étude, il y a le lien dans la présentation du cabinet McKinsey qui s'appelle The Business Value of Design et qui ont étudié pendant, je crois que c'est 5 ans, les top 100 des entreprises du CAC 40 aux États-Unis en identifiant le niveau de maturité dans le design avec une échelle qui allait de 1 à 4, enfin de 0 à 4. Et en observant de ce fait pendant ces 5 années tout ce qui était produit et l'évolution du chiffre d'affaires. Et ils ont pu constater que les entreprises qui étaient sur le dernier niveau, donc le niveau le plus élevé, surpassaient les 3 autres niveaux de plus de 200% en termes d'évolution de chiffre d'affaires. Donc on a pu établir une corrélation entre le niveau de maturité du design à tous les niveaux de l'organisation et l'évolution du chiffre d'affaires pour ces entreprises. Alors, mais avant ça, on se dit qu'on va recruter un UX designer, mais pour ceux qui ont ce projet-là ou qui sont en cours, mais est-ce que vous voulez recruter donc un UX designer ou un UI designer? Là, je sens que je commence à vous perdre. Peut-être que c'est un UX UI designer, à moins que ce soit un UX manager, un UX strategist peut-être, ou un UX researcher. Non, toujours pas. UX writer peut-être, UX architecte ou le dernier né, product designer. Et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, moi, ça m'a vraiment questionné. Et donc, je vous partage un peu mes réflexions que j'ai pu, des échanges que j'ai pu avoir avec la communauté design, que moi, je peux constater dans les différentes entreprises dans lesquelles j'interviens. Et en tant qu'enseignant aussi, le contact que je peux avoir avec les étudiants et un état global du marché. Le premier point, c'est que l'UX, ça recouvre un spectre de compétences qui est très très large. Là, ici, vous avez une représentation sur la forme d'une roue avec ouais, quelque chose qui est assez large en termes de scope. Et on voit qu'on a des choses autour du leadership, de la communication, mais aussi de la production graphique, des sciences sociales, comportementales. Et donc, on voit que commence à entrevoir que c'est juste impossible de tout maîtriser et que la notion du UX design est très très large, peut-être trop large, et que un UX designer qui est bon partout, qui est excellent partout, ça commence à devenir compliqué quand on voit le scope des compétences qui sont nécessaires pour exceller dans tous les domaines. Donc ça, c'est Pauline Thomas du Laptop qui a communiqué sur cette représentation des compétences. Alors, on va voir par la suite que l'objectif est bien évidemment de savoir aussi se positionner en tant que dans la communauté du UX designer, de se dire bah voilà, là où je suis très bon, là où je suis moins bon, et de pouvoir communiquer de manière plus précise sur son profil. Et ça peut servir aussi aux recruteurs de dire bah, par rapport à mes besoins, à mon contexte, qu'est-ce que je viens chercher quand je pense à recruter un UX designer, de quelles compétences je vais avoir le plus besoin et de quelles peut-être, soit c'est déjà servi par d'autres membres de mon équipe, soit c'est quelque chose que moi en tant que dirigeant je veux garder, je veux avoir la main. Et de fait, ces compétences-là sont peut-être moins importantes dans le profil que je recherche. Donc vraiment, ça va aider à clarifier un besoin. Une autre représentation qui fait du coup le parallèle avec, vous avez sur la colonne de gauche les grandes étapes d'un processus de design, à savoir la recherche, la planification, la production, enfin la création, la production et après la maintenance. Et on voit qu'en fait, quelles que soient les typologies de métiers, pour chacun, on a des métiers justement à part entière qui adressent tout ou partie de chacune de ces étapes, que ce soit dans la publicité, dans la production, dans l'architecture, etc. Il se trouve que pour l'UX, c'est la colonne tout à droite, ce serait l'apanage d'une seule personne qui serait censée adresser toutes ces étapes. Et là, on se dit, OK, il y a un problème quelque part.
Et c'est ce qui nous mène à la réflexion de se dire, le domaine de l'UX est peut-être passé très rapidement, voire trop rapidement, du statut d'un profil d'emploi fusionné, c'est-à-dire on vient combiner un certain nombre d'expertises à une nouvelle discipline de design à part entière. On se dit, OK, voilà, l'UX design, c'est censé recouvrir tout ça, mais on a juste oublié le fait que ça recouvrait des notions et qui étaient des métiers à part entière comme la psychologie, l'anthropologie, la production graphique, les tests, la maintenance, etc. etc. Et là, je sens que certains d'entre vous vont peut-être être déçus en se disant bah, finalement, une personne ne peut pas exceller sur l'ensemble des compétences. Alors, c'est pas bien grave en fait, parce que encore une fois, on est là pour retravailler autour de. Mais peut-être que vous n'avez pas besoin de l'ensemble de ces compétences au même niveau, et il faut bien voir que c'est juste impossible dans une seule vie en fait d'être excellent partout. Alors il y a peut-être quelques cas à la marge qui vont me faire mentir, mais d'une manière globale, et ce que vous pourrez voir de l'état du marché, c'est que il y aura forcément des dominantes de par le profil des personnes, leur parcours initial. Il y a des dominants qui vont ressortir, et en fonction de vos besoins, vous allez voir que ça va plutôt plus ou moins bien matcher. Le tout, c'est bien être en mesure de clarifier le besoin. Alors pour ça, je me suis inspiré d'un article anglophone qui propose une matrice que j'ai trouvé relativement simple pour justement s'exercer à clarifier le besoin. Donc vous retrouvez en abscisse, donc en vertical, en horizontal, les 5 étapes du processus de design, donc la recherche, la planification, la création, le fait de délivrer, produire, et la maintenance. Et en vertical, on va mettre une échelle de maîtrise de ces compétences. À savoir, est-ce que je débute? Est-ce que je suis plutôt moyen sur le sujet? Est-ce que je suis plutôt bon? Je suis vraiment super bon, ou j'excelle, je suis vraiment au top. On a bien compris qu'on ne pourrait pas être au top partout. L'idée, c'est vraiment de clarifier ça. Et donc, je vous ai mis une petite traduction. Voilà, si on se dit débutant, c'est bon, je devrais pouvoir m'en sortir. C'est pas quelque chose que je connais bien, mais globalement, si on me laisse un petit peu de temps, je devrais pouvoir me dépatouiller. Le niveau moyen sous-entend que je suis capable de reproduire les meilleures pratiques, les bonnes pratiques. Donc, je vais aller m'inspirer sur Internet, je vais regarder globalement ce que font les autres, et je suis capable d'appliquer la même recette. Le niveau bon, c'est quand je suis capable de m'approprier les choses et de les construire par moi-même. Le super bon, c'est celui qui va, au-delà de les produire de lui-même, va vraiment proposer quelque chose d'original. Et celui qui est au top, c'est celui qui va vraiment être ultra spécialisé, c'est l'expert sur une ou plusieurs verticales, on va le voir par la suite, mais c'est celui vraiment qui a X années d'expérience et une formation qui lui permet d'être super expert. Donc on voit qu'on a 5 niveaux, 5 étapes de processus, c'est une matrice de 25 champs, mais seulement très très peu de gens peuvent tout remplir. Alors, on se dit, si vous n'aviez que 10 blocs de compétences. Et donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, vous avez 10 jetons par rapport à votre besoin dans votre contexte d'entreprise ou dans votre équipe, de quoi vous avez absolument besoin et à quel niveau. Et si je vous donne 10 jetons, où est-ce que vous allez les miser par rapport à ces différentes compétences et niveau de maîtrise de chacun. Alors, pour vous aider, je vous ai mis quelques profils types, et on va voir que du coup, à chaque profil correspondra une appellation. Alors, bien évidemment, on pourra en discuter par la suite. Il y a des variantes. Je n'ai pas mis à chaque fois toutes les variantes des appellations. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, forcément, mais si besoin, on pourra préciser les choses par la suite. Donc, du coup, quelques profils types. Le premier, c'est l'UX designer, celui qui fait à peu près tout de manière moyenne, on va dire ça comme ça. C'est celui en général qui est certainement le plus demandé sur le marché. Trouver quelqu'un qui peut tout faire de bout en bout. Il aligne l'ensemble du processus. Il a une compréhension complète du processus UX design dans son ensemble, et il peut fournir des résultats
suffisamment satisfaisant. On voit que là, on n'est pas sur un niveau où on veut de l'expertise très très forte. On ne veut pas quelqu'un qui est au top sur l'ensemble du sujet, parce qu'on a bien compris que ce n'était pas possible, mais on a besoin, parce qu'on a peu de moyens et on va avoir qu'une seule personne. Et donc, de ce fait-là, on a quand même besoin d'avoir quelqu'un qui puisse adresser l'ensemble du processus pour ne pas avoir de trous dans la raquette. De ce fait-là, on tolère que le niveau de résultat soit peut-être un peu moins ultra bon que s'il avait été que sur une seule verticale. Ça a ses inconvénients, car plus ces profils vont avancer dans leur carrière, plus ils vont prendre de la bouteille, plus ils vont avoir tendance à vouloir se spécialiser. Et donc, ce n'est pas des gens qui vont rester longtemps dans ce statut-là. Et en plus de ça, s'ils sont tout seuls dans leur équipe, ils ne vont pas avoir d'autres personnes auprès desquelles se challenger en interne. Et donc, il peut y avoir un risque de turnover. Donc, en tant que recruteur, c'est un point quand même à avoir en tête. Et c'est des gens qui peuvent briller au sein de petites équipes qui sont en croissance, où il y a rapidement besoin de pouvoir intégrer cette dimension-là, mais c'est quelque chose qui va se construire étape par étape. Et donc, une bonne première étape, c'est d'avoir quelqu'un qui connaît bien l'ensemble du processus. On parle bien du coup de projets qui sont soit sur des durées limitées, alors le design sprint ou le MVP, minimum viable product. Donc si vraiment vous êtes en mode startup, il faut rapidement que vous puissiez délivrer votre produit ou votre service sur un service minimum viable. Le fait de recruter quelqu'un qui va être à l'aise sur l'ensemble du processus et qui n'est pas forcément ultra expert, ça peut être une bonne option. Le deuxième profil, l'UX Researcher. Donc là, on voit qu'on n'est plus du tout sur la même typologie. On va avoir quelqu'un qui va être du coup très très bon sur la partie recherche, la partie planification qui sera un peu moins forte et la partie création qui va être capable de restituer les résultats de ses recherches et de les communiquer à une personne qui prendra le relais pour la suite du processus. Mais après, il n'adressera pas du tout la partie production et il n'adressera pas du tout la partie maintenance. Donc, on voit que là, c'est quelqu'un qui est sur les phases amont des projets, qui va, on va le voir par la suite, c'est des profils qui sont relativement rares sur le marché, des profils qui sont experts là-dessus. C'est des profils qui viennent en général des sciences humaines, alors sociologie, psychologie, anthropologie, ergonomie. Donc, c'est des profils plutôt scientifiques qui peuvent comprendre une grosse quantité d'informations et utiliser leurs compétences pour, de manière visuelle, restituer ça et les traduire en quelque chose de tangible. On parle bien de pas quelqu'un qui va être capable de produire des maquettes finalisées, etc., mais plutôt de transposer une idée, un concept sur un gribouillage, sur une feuille de papier, etc., et qui est capable de faire ce lien. Globalement, c'est des gens qui vont s'épanouir dans des projets plus complexes, qui sont encore flous et sur lesquels il a besoin de renforcer les connaissances et trouver des idées solides pour lancer un projet, trouver des axes de différenciation. C'est-à-dire, voilà, on a été au contact des utilisateurs et leur expertise va vous permettre de trouver soit des terrains qui ne sont pas préemptés, des points de peine, des expériences actuelles sur lesquelles vous allez pouvoir adresser, du coup, amener un service ou un produit supplémentaire ou complémentaire, quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous différencier. Donc globalement, c'est des profils qui sont très très utiles quand on a encore l'opportunité d'éclairer des zones d'ombre. Et moi, je parle souvent de dérisquer un projet, c'est-à-dire de ne pas se lancer tête baissée en disant bon, on va faire comme les autres, on verra bien, mais de se dire on va prendre le temps d'aller au contact, de bien penser notre sujet, centré utilisateur. Donc là, c'est des profils qui peuvent vraiment aider à trouver les pépites qui vont permettre d'éliminer les risques et de favoriser le succès d'un projet. Troisième profil, le stratégiste. Donc là, on est quelqu'un, encore une fois, qui est plutôt bien capé sur la partie recherche, planif, qui a néanmoins des compétences de base sur la partie voilà, qui sait ce que c'est que de produire des visuels, qui sait ce que c'est que de les maintenir, qui ne va pas proposer des choses qui sont complètement à côté de la plaque. Donc, c'est le stratégiste, il apporte une solide compréhension de la recherche, donc il prend le relais du research et il est capable de
planifier le travail, de cartographier des expériences. Il peut même traduire ça dans des premiers livrables qui seront après passés à quelqu'un qui sera plus sur du web design, du graphisme, qui va étayer davantage le travail. C'est aussi des gens qui ont une capacité de voir les choses dans leur ensemble. Donc ça peut être des gens qui viennent du business, qui viennent de la gestion de projet, et qui, du coup ont une dimension aussi rentabilité. Ils sont conscients du modèle économique, ils savent ce que c'est qu'un modèle économique, et ils sont bien conscients que ce qui doit être produit doit à un moment donné aller chercher une rentabilité. Ils intègrent ça dans leur réflexion. Donc c'est plutôt des gens qui vont s'épanouir sur des projets à long terme, dans un contexte qui est encore peu défini, sur lequel on peut encore pivoter, on peut encore amener des axes d'exploration et transformer le projet. L'UX architecte, c'est quelqu'un qui va… là, on commence à avoir des gens qui sont… on récupère un peu toutes les briques du processus, mais avec un gros focus sur la planification, la stratégie, l'architecture de l'information et une dimension qui est capable de produire des choses, de éventuellement créer des bibliothèques qui vont être réutilisées par d'autres membres de l'équipe, etc. Et donc, c'est des gens avant qui avaient un métier qui s'appelait architecte de l'information dans le logiciel, avant que toute la partie digitale et web ne prennent le pas. C'était des gens qui étaient architectes de l'information, qui sont capables de synthétiser une recherche, ou au moins de donner suite, donner une note, enfin de rédiger une synthèse suite aux entretiens, et qui sont capables d'établir le lien entre une idée qui va ressortir et ce que ça va pouvoir comment ça va pouvoir se matérialiser dans une interface. Les architectes, ils peuvent proposer des concepts originaux, spécifier le fonctionnement de ce concept à toutes les parties prenantes, que ce soit du client final ou le dirigeant jusqu'au développeur. Il est capable du coup de prendre différentes casquettes, d'adapter son discours, d'aller plus ou moins loin dans la technique, plus ou moins loin dans les termes jargonneux, et ils sont plus à l'aise avec la notion de fonctionnalité, plutôt que la forme, l'esthétique, le côté un peu visuel de l'interface. Et c'est des gens qui vont plus s'épanouir quand ils peuvent trouver des nouveaux concepts, quand il y a encore un terrain qui est relativement vierge, pas vraiment défriché, plutôt que de travailler sur des choses qui sont existantes, sur lesquelles il y a assez peu de marge de manœuvre. Alors après, on a l'UI designer. Lui, designer, lui, il va avoir une grosse compétence sur la partie création, direction artistique. C'est pour moi des profils qui existaient avant sous le nom de web designer, qui ont une bonne connaissance du processus, qui ne sont pas vraiment focus sur la partie recherche, mais qui sont capables d'avoir quand même des notions autour du maquettage basse fidélité, naturellement plus forte dominante sur la partie haute fidélité, et qui sont capables derrière de délivrer et de maintenir les livrables. Qu'on se le dise, ça n'existe pas des profils UX, UI. On voit, c'est pratiquement la grande majorité des profils recherchés sur le marché qui sont des profils UX, UI. En fait, ça n'existe pas. Soit on est UX, soit on est UI. On peut être UI avec une appétence pour l'UX, mais à un moment donné, il y a forcément une dominante. Les deux ne sont jamais, enfin, quasiment jamais au même niveau. C'est-à-dire, et en général, les gens qui se nomment UX, UI, ce sont des anciens web designers qui ont une forte dominante sur la partie communication, graphisme, etc., et qui ont développé une appétence pour la dimension UX, qui sont venus élargir leur scope. Il n'y a pas du tout de jugement de valeur là-dessus. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Les deux sont absolument nécessaires dans un sujet, mais c'est juste deux métiers différents. Ça, je préfère insister là-dessus. Donc, les UI, ils donnent vie à toutes les pensées, ils vont les façonner en une expérience intuitive, ils vont travailler vraiment sur les interactions au sein des écrans, ils vont pouvoir être à l'aise avec toute la partie créative, que ce soit de la planche d'inspiration jusqu'au prototype. Si on pousse après cette expertise-là en fonction des contextes, ils sont après capables d'élargir, passer à l'échelle avec des systèmes de design
comme des bibliothèques, des design systems, etc. Et donc, c'est vraiment des gens qui vont pouvoir pousser le projet depuis la phase d'idéation jusqu'à la sortie du projet, jusqu'au passage en production. Ce sont donc des gens qui vont plutôt s'épanouir dans des projets où on va devoir justement penser les choses de bout en bout et avec une dimension naturellement visuelle. Alors, j'ai pas voulu, on ne pouvait pas être exhaustif sur l'ensemble des profils, mais je pense que vous avez compris comment ça pouvait vous aider à clarifier un besoin. Est-ce que c'est plutôt sur des choses autour de la stratégie que vous allez avoir des besoins en termes d'expérience? Est-ce que c'est plutôt vraiment sur la partie production du prototype, haute fidélité et le fait de pouvoir le pousser en production, donc plutôt des choses qui vont être de l'ordre du visuel? Est-ce que c'est vraiment d'augmenter votre niveau de visibilité et de connaissance des utilisateurs et donc pouvoir vous appuyer sur des sciences et des gens qui sont très très bons là-dessus, mais qui ne pourront pas adresser en fait l'ensemble de la chaîne? C'est ce qui va vous permettre du coup de clarifier votre besoin et pourquoi pas en fait de proposer aux potentiels candidats de réaliser le même travail de leur côté pour vérifier l'adéquation. Alors, je vais terminer en formulant quelques recommandations, quelques points qui, moi, en tant que UX designer sur le marché, des choses que j'ai pu voir, des incompréhensions que j'ai pu constater au sein de la communauté, mais aussi avec des recruteurs. Euh, le premier point, c'est le design, c'est une attitude, c'est un état d'esprit et c'est pas qu'une profession. Alors, là, je reprends juste comment dire, une citation d'une personne qui était, alors je vais vous laisser lire son nom, mais qui était et peintre, et photographe plasticien, et théoricien de la photographie, qui était hongrois. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que il ne s'agit pas de se dire, voilà, on a quasiment finalisé notre projet, maintenant on passe à la phase de design, donc j'ai besoin d'un designer en fin de projet pour donner vie au sujet et réaliser les maquettes. Parce que si c'est ça, ça risque de le frustrer et quelque part, il ne va pas rester bien longtemps en fait, dans ce contexte-là. Euh, l'esprit design, c'est quoi? C'est avancer dans l'incertitude, c'est de se dire, donc, il va intervenir dès le début du projet, dire voilà, on ne sait pas exactement encore ce qu'on veut faire, mais on a cette intention, on veut aller dans cette direction-là, on ne sait pas quelle forme ça va avoir. C'est quelqu'un qui est à l'aise avec cet état d'esprit-là, c'est quelqu'un qui va être capable de dérisquer votre projet, comme je l'ai dit, d'avancer de manière itérative en testant les choses, en tirant des enseignements, en rebouclant. Et donc, c'est important de ne pas le faire intervenir à la toute fin du projet. C'est un peu comme si vous demandiez à un dev de réaliser un projet sans qu'il ait participé aux phases amont. Il y a de fortes chances que le projet se plante parce qu'on n'aura pas pris en compte certains contextes. Idem pour le chef de projet, idem pour les ingénieurs. C'est des gens qui interviennent dès les phases amont. Et ben le designer, et en l'occurrence le designer, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on aura recruté un UX designer qu'on pourra se dire, ben, du coup, c'est lui qui est en charge de l'expérience et les autres peuvent se décharger de ce point-là en se disant, bon, voilà, c'est lui qui va s'occuper de comment ça se passe avec les utilisateurs. Moi, je me concentre sur ma partie. C'est tout sauf le cas. L'UX designer, c'est quelqu'un qui est garant de la méthodologie, mais il va devoir s'appuyer sur les experts dans chaque domaine pour concevoir un livrable qui va être viable à tous les points de vue, que ce soit d'un point de vue business model, d'un point de vue communication, d'un point de vue technique, d'un point de vue légal. Et donc, dès le début, il va s'entourer des personnes qui sont compétentes et il va les faire travailler de manière, en équipe pluridisciplinaire avec une méthodologie que lui maîtrise pour accoucher du besoin, qui soit viable. Donc, surtout, ne pas le laisser isolé dans son coin parce que c'est le meilleur moyen qu'il tourne en rond et surtout qu'il soit frustré, encore une fois, de ne pas pouvoir délivrer des choses qui soient viables et on se rend compte en fin de projet que légalement, on n'a pas le droit de faire ça ou que techniquement, ça ne fonctionne pas. C'est quelqu'un qu'il faut mettre au milieu de l'équipe et qui doit pouvoir interagir avec ces différents experts. Et enfin, dans le terme user experience, donc UX, il y a user, donc l'utilisateur. Je reprécise ça, c'est plus pour refaire passer si besoin le message que on ne peut pas parler du X en se disant ouais mais on n'a pas le temps ou on n'a pas les moyens d'aller voir les utilisateurs, tu comprends, là on sait déjà ce qu'on veut faire donc il n'y a plus qu'à délivrer les maquettes. C'est pas de l'UX. Ça s'appelle autrement, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais moi, sur des projets sur lesquels on missionne, mais sur lesquels on ne me laisse pas le temps
et c'est pas forcément une longue période, mais si on ne m'autorise pas à aller sur le terrain parce qu'on estime avoir une bonne connaissance et que moi je prends pas la mission, ça s'appelle pas de l'UX. Donc c'est important il ne peut pas y avoir de transfert de compétences, d'empathie. C'est-à-dire que même si vous avez une bonne connaissance de vos utilisateurs, la personne que vous allez recruter, il faut qu'elle s'imprègne de ça. Et donc que d'une manière ou d'une autre, elle puisse être au contact des utilisateurs et pas qu'une fois. C'est tout au long du projet et tout au long de sa carrière, globalement. Donc, il faut trouver un moyen qui soit, encore une fois, viable par rapport à vos contraintes à vous, de le laisser aller au contact des utilisateurs. Je conclus avec le fait de dire clarifiez vos besoins. Si vous recrutez un UX designer et que vous vous sentez un petit peu perdu dans toutes ces appellations, vous vous rendez compte qu'il y a des profils très disparates sur le marché, ce qui est vraiment le cas. Il y a des gens qui sortent de formations de 2 jours et d'autres qui ont des masters depuis 10 ans. Donc, le fait de clarifier le besoin va permettre de mieux l'exprimer. Et si en plus, ça peut être de manière visuelle et que cet exercice peut être réalisé par le candidat aussi, c'est vraiment une manière de se rendre compte du fait que oui, on peut travailler ensemble et ça va pouvoir matcher en termes de profil, ou en fait non, c'est à une même appellation, finalement, le profil ne va pas du tout correspondre. Le design, c'est pluridisciplinaire par essence, donc s'appuyer sur des expertises et ne pas l'isoler, même s'il est tout seul en tant qu'UX, le laisser aller au contact des différents experts de vos équipes. Et enfin, pas de design UX sans utilisateur. Comme je viens de le dire, en fait, le laisser aller au contact, que ce soit des collaborateurs si on design pour une application métier ou aux utilisateurs finaux. D'une manière ou d'une autre, il y a toujours moyen de s'en sortir. Voilà, j'en ai terminé pour ce talk. Si vous avez des questions, en tout cas, j'y répondrai dans la mesure du possible avec plaisir. Merci beaucoup, Jérémy. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là dans le petit onglet Q&R. Il y a Mathieu qui a fait un retour déjà. C'est plus un retour qu'une question. Quand tu étais sur la slide avec le tableau sur l'UX Researcher, Ouais. donc Mathieu nous dit le researcher doit être meilleur en planification qu'en création. Il doit être bon en user flow, proto, lofi et en analyse, ce qui correspond plus à la seconde colonne. Donc pour lui, il faudrait modifier la matrice qui induit en erreur. Voilà. Ok. On pourra en discuter, mais ok, j'entends le point. Voilà. Et je ne sais pas si parmi tous les participants, vous avez peut-être des questions par rapport à des problématiques que vous avez déjà pu rencontrer, par rapport à ou autre. Aussi, alors, une question de Damien qui demande quels sont pour toi les meilleurs arguments pour attirer un UX vis-à-vis du nombre de freelances. Vis-à-vis du nombre de freelance, c'est-à-dire pour recruter un UX, c'est ça en CDI ou excuse-moi, du coup, où tu peux peut-être. Damien, si tu peux. Oui, c'est ça. Pour recruter en contrat, du coup, un UX, Ouais. il doit y en avoir beaucoup en freelance. C'est vrai qu'il y en a beaucoup en freelance. C'est vrai que c'est compliqué de mettre ça dans la balance. En fait, si je peux parler de moi, mon expérience, c'est clair que c'est un choix, le freelance. Et donc, clairement, je refuse tous les CDI parce que pour l'instant, je bénéficie de cette liberté. Donc, je pense qu'il faut… un des arguments du salariat qui peut vraiment être intéressant, c'est le fait de tabler sur cette envie de pousser un sujet jusqu'au bout. La contrainte du freelance, c'est justement que c'est des gens qui vont pas forcément s'inscrire dans la durée. En tout cas, c'est pas l'idée de départ. Et donc, qui à un moment donné vont venir être en renfort d'expertise sur un projet. Et puis, à un moment donné, le projet va falloir le lâcher. Il faut être OK avec ça. Si c'est des gens qui sont prêts à s'engager et à se dire voilà, comme c'est un travail qui est jamais terminé, on est toujours en itération, on est toujours en amélioration. Si c'est des gens qui ça fait vibrer de partir vraiment sur un sujet, d'augmenter, de viser la perfection au niveau de la connaissance des utilisateurs et au niveau de l'expérience qui va être proposée, à ce moment-là, je pense que le salariat peut s'entendre. Et donc, moi, si je devais recruter quelqu'un en CDI, un UX designer et le faire basculer soit du freelance, s'il se pose la question, moi je capitaliserais là-dessus, au-delà de l'aspect sécurité, le salaire qui tombe tous les mois. C'est vraiment le côté,
tu vas avoir l'occasion de te concentrer sur un sujet, sur un produit, sur un service, mais vraiment de viser du coup un niveau de connaissance que tu ne pourras jamais atteindre en étant freelance. J'espère que ça répond à ta question. Oui, dis merci, bel argument. Alors ensuite, j'ai une question de Victor. Merci déjà pour cette présentation et qui te demande si tu peux réexpliquer le rôle de l'UI designer. Il a du mal à voir la différence avec l'UX. D'accord. Alors, si on reprend la matrice, je vais la afficher de manière hop là, vierge. L'UX designer, il va être donc si on prend tel que moi je l'ai décrit, hein, quelqu'un qui va être moyen partout, il va pouvoir assurer l'ensemble du truc. Maintenant, tu as des gens un peu comme mon profil à moi qui vont être plutôt forts en UX sur les phases amont et donc qui globalement vont s'arrêter au milieu de la phase de création, c'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter au prototype le basse fidélité. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont faire toute la phase de recherche, ils vont pouvoir penser stratégie, architecture de l'information, réaliser le prototypage basse fidélité et après, ils vont passer la main à un UI donc, qui du coup va se nourrir de tous les travaux de recherche qui ont été faits. Donc, il va être en contact et vraiment en prise directe avec l'UX designer, mais il va prendre le relais pour pousser le prototype sur quelque chose qui va être haute fidélité et qui du coup va être capable aussi de passer à l'échelle, de vraiment développer tous les écrans intermédiaires. Donc si je prends un exemple concret, c'est par rapport à une interface. Si je prends un formulaire, il va aussi penser à tous les messages d'erreur, comment est-ce qu'on va les afficher, où est-ce qu'on va les afficher, à quel moment on va les afficher, qui va être en contact aussi avec les développeurs qui eux-mêmes vont prendre le relais après l'UI designer pour donner vie au prototype. Donc, c'est vraiment un chaînage des trois qui va faire qu'on va être capable de pousser en production le projet. Donc, l'UI designer, il va vraiment être sur la partie visuelle. Encore une fois, c'est pas du tout. Des fois, même dans la communauté UX, je sens que c'est des choses qui peuvent être un peu vues comme de manière péjorative ou réductrice, alors que c'est pas du tout le cas. Penser les interactions entre les écrans, penser aussi à l'esthétique, ça fait partie de l'expérience et ça, c'est vraiment de la compétence de l'UI designer, anciennement web designer. Néanmoins, il y a tout un spectre de compétences qui vont propres à l'UX sur la partie être capable de faire de la recherche, de faire des tests, d'être au contact avec les utilisateurs. On ne s'adresse pas aux utilisateurs n'importe comment, donc ça nécessite des compétences qui ne sont pas du ressort de l'UI designer. Et donc, c'est bien complémentaire. J'espère que c'est plus clair pour toi. Alors, oui, ça a l'air d'être clair. Alors, du coup, ensuite, on a une question de Vincent. C'est très masculin, toutes ces questions, quand même. Les candidats doivent-ils vraiment avoir un portfolio? Ouais. Personnellement, j'en ai pas parce que j'ai trouvé d'autres moyens de communiquer sur ce que je fais de manière concrète. Alors moi, je le fais via LinkedIn. Je communique beaucoup via LinkedIn sur les ateliers que j'organise, les formations que je donne, les cours que je donne, que j'anime. Et donc, quelque part, c'est une sorte de CV vivant, un portfolio vivant. Moi, je suis plutôt à l'aise avec ça, notamment dû au fait aussi que je ne suis pas sur quelque chose de… quand je travaille sur des organisations, sur de l'accompagnement au changement, c'est des choses qui ne sont pas très visuelles. Donc ça n'a pas grand sens de partir sur un portfolio. Je produis des livrables naturellement, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus visuel. Non, maintenant, quand je forme mes étudiants dans l'école de design ou quand je mentor des juniors, et à un moment donné, on va arriver aussi à un stade au niveau de la communauté où ça va tellement grossir que pour sortir du lot et pour si on se retrouve en entretien, c'est des choses qui vont être attendues. Donc, je recommanderais quand même, si c'est quelqu'un qui veut se lancer ou qui est ou qui est junior, d'expliquer tout ce qu'il est capable de faire et de mettre en valeur ses compétences via un portfolio. Merci du coup pour la réponse. Est-ce que éventuellement vous avez d'autres questions? Et sinon, on va pouvoir clôturer. Je laisse 30 petites secondes si vous en avez. Ah, Mathieu, qui te remercie pour la présentation, qui nous dit que la matrice peut être utile en tant que recruteur. Concernant les recommandations, il te rejoint sur le design n'est pas un métier.
Il faut aussi faire comprendre que l'UX n'est pas non plus un métier, mais un domaine transverse aux entreprises. C'est un point important pour les juniors comme les recruteurs. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Je partage cet avis aussi. Ouais, bah c'est un échange qu'on avait eu en préparant le Ouais. talk. Hein. Je pense que c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile parce que il faut, encore une fois, il y a vraiment, je pense, cette histoire de rapidité. Ça s'est propagé à une vitesse folle, cet engouement pour l'UX. Alors, c'est bien d'un côté parce qu'on se dit enfin, on va pouvoir casser les silos, enfin, on va raisonner centré utilisateur et on voit qu'il y a des entreprises qui ont des gros succès en incarnant le design. Donc, ça, c'est top. Mais on voit qu'aussi, du coup, ben, on a un peu mis la charrue avant les bœufs. On n'a pas vraiment des formations pures UX. Enfin, en tout cas sur des formations longues, ça commence à arriver en fait, mais on voit que c'est venu après en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont lancés comme moi. Hein, je suis vraiment j'en suis un exemple. C'est de mon expérience que je me suis forgé des convictions et que en potassant des bouquins, je me suis recentré sur la partie UX design. Et parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de formation ou si peu, et donc beaucoup de designers seniors même qui ont une grosse réputation, n'ont pas de formation pure en UX. Donc, il faut réussir à expliquer ça. Et effectivement, dans un marché où on recherche des UX designers, mais en disant oui, mais c'est pas qu'un seul métier, hein, ça devient un peu compliqué à devenir intelligible. Et on voit que dans la communauté, c'est absolument pas clair. Et donc, j'espère qu'avec des outils comme cela, repartant du besoin, finalement, en s'appliquant à soi-même le processus design, c'est-à-dire quelle est ma problématique, quel est mon besoin, et du coup, bah, comment je peux la rendre intelligible vis-à-vis des candidats que je vais avoir en face de moi. Si on peut avoir des matrices comme celle-là et demander aux gens de la remplir en disant bah, finalement ton profil il est comment, peut-être que ça aidera. En tout cas, moi j'ai bien envie de creuser ces aspects-là, mais c'est évident qu'il y a encore un peu de travail à faire. Bon, et ben, du coup, je vais assumer qu'il n'y a pas plus de questions. Ah, si, il y en a une. Damien, du coup. Quid des UI spécialisés en SaaS, en solution SaaS? Pas évident à identifier. Est-ce une bonne idée de chercher un spécialiste? Je ne suis pas sûr de bien, Est-ce que tu pourrais nous repréciser un peu, Damien? préciser ta question. Si tu veux activer ton micro. Ah, je peux. Alors, si tu veux, Damien, je peux te proposer de poser ta question à l'oral. Salut. Salut. Salut Jérémy. Salut. Ouais, la question en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, nous, donc, on édite une solution SaaS, donc on cherche des UI qui sont spécialisés en solutions SaaS, qui ont une expérience dans le design de ces solutions, parce que ça comporte des problématiques particulières d'usage, hein, parce que c'est des solutions qui sont utilisées quotidiennement, régulièrement et tout au long de la journée. Est-ce que c'est une bonne idée de chercher des experts en solution SaaS ou au contraire, il faudrait plutôt élargir parce que c'est assez complexe de les trouver sur le marché? C'est une bonne question que j'ai régulièrement. C'est des débats que j'ai régulièrement avec des gens dans mon entourage. Moi, mon point, en tout cas, mon avis, c'est que c'est pas une bonne idée de se spécialiser sur moi je fais que du B2B, moi je fais que du SaaS en fait. Parce que, encore une fois, moi je pars du principe que l'UX, c'est un état d'esprit, c'est une méthodo. Et la méthodo, tu peux l'appliquer quel que soit le sujet. Et pour reprendre un exemple qui faisait débat, justement, moi, j'interviens sur des projets où je repense des lieux, des espaces. Donc, bien évidemment, moi, je n'ai pas de compétences d'architecture, mais la méthode qui me permet de comprendre ce que vivent les utilisateurs dans cet espace et ce qu'on pourrait proposer, la méthodologie, hein, je parle bien de la méthodologie, va être la même. Après, les compétences qui vont venir compléter ça et faire que ce à quoi je pense va être viable, naturellement, là, il faut que je m'entoure. Et je peux aussi bien travailler sur des sujets de repenser une organisation ou un parcours de recrutement ou une interface. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, c'est pas en tant que recruteur, moi, j'aurais pas tendance à me focaliser sur est-ce que tu as déjà fait du SaaS ou pas, mais par contre, à bien identifier qu'est-ce qui fait que c'est spécifique mais en termes de besoins et de compétences, justement d'état d'esprit, de mindset,
justement, tu parles de récurrence d'utilisation, etc. Mais pour moi, ça ne change pas la méthode en tant que telle. Donc, pour moi, un bon UX designer qui a bien compris la méthode et qui a le bon état d'esprit, il est capable de t'apporter ce dont tu auras besoin. Du coup, Damien a mis un petit complément. Il partage son avis au niveau de l'UX, mais il se demande si c'est pas moins vrai sur un profil d'UI. Ah, pardon, excusez-moi. Ouais, je n'avais pas bien lu la première question. Je suis peut-être moins bien positionné à voir. Je suis un peu, toujours dubitatif sur cet aspect d'ultra spécialisation dans un secteur. Mais là, je vais laisser. Je n'ai pas d'avis tranché vu que moi-même, je ne suis pas UI designer. Mais je ne vois pas pourquoi un bon UI, c'est-à-dire qui maîtrise ses outils et ses méthodos, il est capable du coup de s'adapter et il faut qu'il le soit parce que sinon c'est s'enfermer et quelque part risquer en fait de raisonner en mode je connais les bonnes pratiques et se mettre un peu en mode pilotage automatique. C'est toujours le risque hein, si on se ultra spécialise sur un domaine, c'est aussi du coup une tendance à se dire bon, c'est bon, je sais comment ça se passe maintenant, j'ai pas besoin de faire l'effort que font d'autres et du coup de se fermer quelque part des portes. Et donc moi j'aurais plutôt tendance à, encore une fois, mais c'est mon avis et peut-être à vérifier sur la partie UI, mais voilà. Mathieu a l'air de partager ton avis en disant que trop se spécialiser, ça renforce nos biais. Et oui, Damien, tu vas Voilà. finir par trouver, pas de problème. Alors ensuite, on avait une question, on a deux Vincent donc. Alors, premier Vincent avait demandé comment est-ce qu'un UX design peut-il s'épanouir dans une société sans équipe? Alors, je ne sais pas si sans équipe, ça veut dire sans équipe design ou sans… Je ne sais pas si, Vincent, tu peux nous compléter ça. Oui, sans équipe design. Alors moi, pour ma part, je suis designer dans une asso où il n'y a pas d'autres designers et je suis très épanouie à titre personnel. Mais je te laisse répondre, Jérémy. Non, mais je pense que c'est aussi un échange qu'on avait eu en amont. Tout va dépendre du profil. Il y a des gens qui vont être à l'aise avec. Moi, je pars du principe qu'il y a deux types de profils. Tu as les bâtisseurs, c'est un peu comme si tu refais une maison, tu as ceux qui vont s'éclater à péter les cloisons, à monter les murs, etc. Qui vont beaucoup moins s'éclater à faire de la déco. Et ceux, par contre, qui ne veulent pas trop mettre les mains dans le cambouis et qui sont beaucoup plus à faire les finitions. Et donc, dans l'accompagnement au changement, on a besoin des deux. On a besoin de gens qui vont avoir une vision claire et qui vont du coup s'éclater à tout seul, pouvoir toucher à tout, faire un peu de tout sans forcément être sur un niveau d'expertise élevé, mais du coup ne pas se sentir frustré parce qu'ils vont justement pouvoir se toucher un peu à tout. Et puis après, à un moment donné, peut-être qu'il y a un passage à l'échelle qui fera qu'on va avoir besoin de faire rentrer d'autres personnes. Et où là, il ne faut pas que ces gens-là soient frustrés en fait, de se dire les choses sont déjà plus ou moins pensées en termes d'organisation. Et donc, on a bien les deux. Le tout, c'est de ne pas faire rentrer quelqu'un qui a besoin d'être très encadré, etc., dans une équipe où il va se retrouver tout seul. Là, effectivement, il va y avoir un mismatch. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est pas tant c'est plus l'aspect savoir-être, le savoir-faire là, qui va rentrer en ligne de compte. C'est s'assurer que la personne elle est OK avec ça et qu'elle elle est capable justement de projeter si ça grandit et comment est-ce qu'on devrait staffer le truc, mais qu'en attendant, c'est lui qui devra tout faire tout seul et qu'il ne se sente pas complètement perdu et qu'il sache aussi trouver de l'inspiration du coup en dehors, auprès des communautés, dans les meet-up, etc., qui est cette appétence-là, pour pas qu'ils se sentent justement isolés. Mais ça, c'est vraiment du personnel et c'est par rapport à la personnalité de la personne. Donc moi, je pense que c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, il faut trouver le bon profil. Alors, du coup, la question de notre deuxième Vincent. Bonjour. Quel serait le parcours pro idéal pour passer de UX designer à UX researcher? Est-il simple de basculer d'un profil à l'autre? Et si jamais tu as le temps de pouvoir y répondre, donc il nous reste 9 minutes. Si tu as le temps, où est-ce que se placerait l'UX writer abordé au tout début? Ok. Alors, première question. Il n'y a pas de formation UX Research. Comme ça, c'est réglé. Donc, pour moi, si je devais conseiller quelqu'un qui est UX designer et qui veut se spécialiser là-dedans, soit il reprend des études
sur des sciences sociales, sciences comportementales. Donc, ça peut être, là je suis très vague là-dessus, je ne suis pas spécialiste, mais des choses autour de la sociologie, de l'anthropologie, éventuellement de l'ergonomie, mais où on est vraiment capable de développer une expertise dans l'observation, dans l'interaction avec les gens, de savoir s'adresser à eux, leur poser des questions sans introduire de biais, ou compenser justement des biais, de savoir détecter ces choses-là, et pour pouvoir produire un travail de qualité encore plus que quelqu'un qui n'aurait pas été formé là-dessus, et pouvoir se spécialiser là-dedans. Voilà. Moi, je suis capable de vous rédiger une trame d'interview sans biais, de poser des questions neutres, d'être sans jugement, d'exercer ce muscle qu'est l'empathie, parce que naturellement, on n'est pas empathique, donc c'est un état d'esprit dans lequel il faut savoir se projeter et se mettre. Donc ça demande un effort au départ. C'est quelque chose qui, au fur et à mesure, va devenir naturel. Et donc, moi, voilà, dans l'absolu, si la personne est prête à reprendre des études, je l'inviterais vraiment à reprendre des études autour des sciences sociales et sciences comportementales. Je fais juste une précision là-dessus. C'est, à mon avis, mais c'est ma boule de cristal, mais je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus demandé et de plus en plus recherché. Donc, je ne ferai que recommander en fait, aux gens en fait, de soit reprendre des études, ou alors après, c'est potasser des bouquins. Alors là, je n'ai pas de référence forcément, mais éventuellement d'être au contact de gens qui sont déjà spécialisés là-dedans et de potasser un maximum pour développer cette expertise et se muscler à fond sur la manière de s'adresser aux gens, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, et aussi être capable d'observer tout ça sans juger. Ça répond à ta question. Le deuxième, la partie UX Writing. Top. Ok, c'est cool. Et la deuxième, donc c'est UX Writing ou Copywriting. Pour moi, c'est des choses qui, naturellement, c'est des gens qui vont intervenir dès le début du projet pour comprendre quels sont les points de peine, qui sont les utilisateurs, qu'est-ce qui les fait vibrer, etc. Et qui vont contribuer au fait de construire une expérience par le contenu, par la rédaction du contenu. Donc, c'est plutôt des gens qui vont participer au début du projet pour s'imprégner, mais c'est au moment de la création, c'est au moment où on va commencer à penser contenu, à se dire tiens, qu'est-ce qu'on va mettre où et comment on va rédiger les choses, que ça va. Donc c'est plutôt après le prototype de basse fidélité où on se dit tiens, là on mettrait un encart où il y aurait ça avec une croix dedans, en se disant bon, on verra qu'est-ce qu'on rédige, quelle forme ça prend exactement, etc. Et qui va prendre le relais de cette phase-là en disant bon, maintenant qu'on sait ce qu'on veut mettre, on va voir comment on va le faire et comment on va le mettre en forme. Qui va travailler avec la partie UI pour pouvoir produire son contenu, mais de manière simple à l'utilisateur. Est-ce qu'éventuellement vous avez d'autres questions? Sinon, on va pouvoir clôturer. Merci beaucoup à tous d'être venus, d'avoir suivi cette conférence aujourd'hui. Merci Jérémy encore d'avoir accepté notre invitation.